Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du député Jean-Frédéric Poisson. Bonjour monsieur le député. Bonjour, bonjour à tous. Donc vous êtes député des Yvelines pour le Parti chrétien-démocrate, dont vous êtes le président depuis 2013. Donc là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre actualité qui est assez chargée, parce que vous revenez d'un voyage au Proche-Orient. Donc vous avez parcouru un certain nombre de pays. Vous êtes allé en Syrie, vous êtes allé en Irak, vous êtes allé au Liban, Oui. mais vous êtes aussi allé en Libye. Quel était l'objet de ce voyage ? Il y avait deux objets un peu différents mais qui se rejoignent. Je me suis déplacé en Libye après avoir reçu ici même à l'Assemblée nationale il y a maintenant 5 semaines deux membres du gouvernement de Tripoli, le ministre du Pétrole et le ministre de l'Intérieur, qui souhaitaient rencontrer des responsables politiques français pour voir comment traiter avec nous la question du flux de migrants qui viennent de Libye. Alors ils viennent d'autres pays d'Afrique, à peu près de tous les pays du nord, de la moitié nord de l'Afrique. Ils arrivent en Libye pour essayer de traverser la Méditerranée et arriver en Europe. Et les responsables libyens m'avaient dit dans cet entretien qu'ils cherchaient de l'aide auprès des autorités françaises pour à la fois essayer de contenir ce flot de migrants et aider aussi le gouvernement à faire face à ce qui devient une difficulté pour eux. Car au moment où nous parlons, il y a 20 000 personnes qui sont détenues dans les camps de migrants en Libye. 20 000 personnes pour 6 millions d'habitants. C'est comme si en France, il y avait 200 000 personnes dans des camps, ce qui commence à faire une proportion importante, évidemment, au regard de la population. Et donc je me suis rendu sur place pour essayer de mieux comprendre ce que souhaitaient les autorités libyennes à l'invitation des autorités de Tripoli. Quant à mon voyage au Liban, en Syrie et en Irak, il avait l'objet, lui, plus précisément, de regarder quelle est la situation des chrétiens, en particulier dans ces trois pays, et d'essayer d'entendre les interlocuteurs qui sont sur place pour savoir quelle piste de réflexion proposer à la fois au peuple français et à nos responsables actuellement en charge des affaires pour essayer d'infléchir une ligne diplomatique qui est celle de la France aujourd'hui et que je ne partage pas. Alors, justement, est-ce que vous pensez que vous avez vraiment un pouvoir comme ça quand vous partez tout seul en tant que député pour faire infléchir la politique du gouvernement ? Parce qu'ils ont l'air quand même de partir dans une direction qui est vraiment opposée depuis le début. On sait notamment, parce que Hollande et Fabius l'ont dit, que Al-Nosra faisait du bon boulot en Syrie. Hollande a reconnu qu'on avait armé les rebelles modérés, entre guillemets. Mais aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de rebelles modérés. En fait, c'est plutôt des Al-Nosra et compagnie, des terroristes. Donc comment on fait ? Quelles vont être vraiment, d'après vous, les vraies répercussions de ce voyage ? Ça, je ne peux pas le dire pour l'instant. Ce que je constate au retour de ces 10 jours de déplacement dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, c'est que, à défaut d'avoir une capacité pour le moment à infléchir la politique de la France, ce sur quoi je n'ai pas beaucoup d'illusions, en tout cas, je constate avec une certaine forme de satisfaction que beaucoup de Français sont contents d'entendre une voix qui est dissonante par rapport aux informations qui sont diffusées habituellement par Al Jazeera, par CNN, et qui sont reprises par la majorité des médias français. Et je pense que dans la responsabilité d'un parlementaire, il y a là le devoir de parler. Certains ont un devoir de réserve, moi j'ai un devoir de parole et je m'en sers. Donc je n'ai que la force des témoignages que j'ai reçus, des autorités religieuses dans ces différents pays, des autorités politiques au plus haut niveau, et d'un certain nombre d'intervenants humanitaires ou d'associations qui viennent en aide aux réfugiés, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, là où je me suis déplacé. Et donc je ne sais pas quel sera le résultat in fine de ces différents déplacements, de ce voyage. Ce que je sais simplement, c'est que ce que je dis en rentrant depuis quelques jours conforte un certain nombre de mes concitoyens dans l'appréciation de la situation qui est la leur, premièrement. Et deuxièmement, j'admire beaucoup toutes les personnes qui savent mieux que les Syriens ce que les Syriens veulent, ou mieux que les Kurdes ou les chrétiens qui sont en Irak ce que ces personnes veulent. Moi, encore une fois, je n'ai que la force des témoignages que j'ai reçus, des choses que j'ai vues et des échanges que j'ai eus avec des réfugiés qui soient encore une fois chrétiens ou musulmans. Et ça nourrit ma propre réflexion. Ensuite, nous verrons quelle utilisation on fait. Et que, selon vous, quelles sont les solutions, les pistes d'amélioration à mettre en place pour faire en sorte que la situation s'améliore en Syrie ? Alors c'est un sujet sur lequel beaucoup se cassent les dents jusqu'ici. C'est une question extrêmement complexe. Donc d'abord, il faut par rapport à cette situation être extrêmement prudent, pour ne pas dire humble, parce que malheureusement, ça change souvent. Ce que j'en retiens, c'est plusieurs choses. La première, c'est que de la part de tous mes interlocuteurs, j'ai senti une très grande tristesse
et une très grande incompréhension à l'égard de la politique de la France ou de la ligne diplomatique de la France dans cette région du monde. Je dis tristesse et incompréhension. Je veux citer par exemple la première phrase que m'a dite le grand moufti de Damas lors de notre conversation, qui a duré un peu plus d'une heure le samedi 11 dernier, et qui a commencé en me disant « La France est en train de perdre ses amis ». La veille au soir, le patriarche syriaque orthodoxe de Damas me disait « Si je comprends bien, notre sang est moins cher que leur pétrole ». Et avec ces deux positions, ces deux phrases très courtes, vous avez grosso modo le résumé du ressenti de beaucoup des chrétiens qui sont dans cette région, beaucoup de responsables politiques qui ne sont pas chrétiens. Le grand moufti de Damas n'est pas susceptible, pas suspect d'être chrétien. Il est musulman et c'est le chef des musulmans de toute la Syrie. Mais c'est un sentiment partagé. Tristesse, incompréhension. Avec les dégâts que ça occasionne, je constate depuis longtemps, j'ai dit d'ailleurs, même avant de partir dans ces différents pays, combien je regrettais que la position de la France soit exagérément atlantiste. Elle est alignée derrière l'Arabie saoudite et le Qatar dans cette région du monde d'une manière qui est incompatible avec nos traditions, avec nos intérêts, avec notre crédit, et demain avec la possibilité d'aider ces pays à se reconstruire, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Et donc, à la fin du compte, je crois que en Syrie en particulier, c'est probablement le pays qui a le plus besoin aujourd'hui d'une aide renforcée de l'Occident. Le choix est posé de manière très claire, c'est soit Daesh, soit Assad. Il n'y a pas de troisième solution possible. Entre les deux, mon cœur ne balance pas, à défaut que ça soit une position du cœur, c'est la position de la raison, en tout cas. Et c'est bien sûr le régime de Bachar al-Assad qu'il faut soutenir. Je n'ai aucune hésitation sur le sujet. Et d'ailleurs, des Syriens me l'ont dit, des Syriens de la rue, pas des parlementaires qui me l'ont dit aussi. Les responsables religieux, tous unanimement, m'ont dit il faut soutenir Assad, c'est le seul capable de contenir l'avancée des barbares islamistes dans notre pays. Et si on ne contient pas cette avancée en Syrie, alors probablement que la totalité du Moyen-Orient est en danger, y compris le Liban et ensuite Israël. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Mon deuxième sentiment, c'est que tout n'est pas fait aujourd'hui pour contrer l'avancée de Daesh dans ces pays. Lorsque je compare, d'un côté, ce qui a été fait il y a 15 ans pour déboulonner Saddam Hussein, le pilonnage systématique, l'arrivée de dizaines ou de centaines de milliers de soldats étrangers sur le sol irakien, le bombardement méticuleux, méthodique de tous les puits de pétrole pour priver l'Irak de ses ressources énergétiques. Ça s'était d'ailleurs produit également auparavant. Je me dis que là, on a employé tous les moyens pour venir à bout d'un régime qui, d'ailleurs, avait énormément de défauts, et beaucoup plus que ce qu'on peut en supporter, mais malgré tout quelques qualités. Quand on voit le chaos qu'il y a aujourd'hui, en tout cas en Irak, il n'est pas permis d'en douter. Là, tout n'est pas fait pour... Mais là, pardonnez-moi, je vous coupe la parole, mais là, c'est même l'inverse, puisqu'on livre des armes aux rebelles. Les pays de l'Union européenne achètent le pétrole de Daesh. Donc ça veut dire qu'en fait, on les soutient. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas en mesure de dire que les pays de l'Union européenne achètent du pétrole de Daesh. Certains pays, vraisemblablement. Alors, c'est un sujet que nous avons travaillé ici, puisque j'ai déposé il y a quelques semaines une résolution de commission d'enquête pour savoir ce qu'il en était exactement. Au moment où nous parlons, 141 parlementaires de l'opposition ont signé cette demande de commission d'enquête pour savoir, pour avoir le cœur net. L'ambassadrice de l'Union européenne à Bagdad, qui est une femme tchèque, a dit il y a quelque temps il y a des organisations occidentales qui achètent du pétrole à Daesh, dont acte. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, je veux le savoir, parce que je ne peux pas supporter l'idée qu'un soupçon, une étincelle de soupçon, subsiste sur ce point. Donc j'ai demandé une commission d'enquête. Mais vous avez raison. Acheter du pétrole, ça suppose qu'il y a des puits de forage, ça suppose qu'il y a des tuyaux, des camions, des comptes en banque. Toutes ces choses-là sont facilement repérables et je ne constate pas qu'on ait cherché à les détruire ou à en empêcher l'exploitation. Deuxièmement, quand vous regardez une carte de la Syrie et quand vous voyez par quels moyens on arrive dans la ville de Palmyre, qui est à peu près au centre du pays, il y a du désert tout autour. Il y a 2 ou 3 routes qui y mènent, pas plus. Et je me dis quand même, on aurait dû avoir les moyens de regarder la colonne de Daesh qui arrivait pour prendre la ville. Est-ce qu'on a bombardé cette colonne de Daesh ? Faudrait être cohérent, on ne va pas en même temps l'armer et la bombarder. Ah bah c'est ça le problème. C'est qu'à la fin du compte, le choix des pays occidentaux qui a consisté depuis l'origine à soutenir les Irakiens et les Kurdes en bombardant de manière régulière, on va dire, sans plus, les installations de Daesh dans le Kurdistan irakien, d'un côté, et le même choix des Occidentaux à ne produire aucune action à caractère militaire sur le sol syrien, de peur que ça puisse éventuellement servir à renforcer Bachar al-Assad. La diversité de ces choix produit un résultat qui est extrêmement clair. Aujourd'hui, la Syrie est en très grand danger.
Et je reviens avec la conviction, partagée encore une fois par les autorités religieuses, par des Syriens avec lesquels je ne les compte plus, avec lesquels j'ai eu l'occasion d'échanger, avec des religieux et des religieuses libanaises qui tiennent l'hôpital de Saint-Louis à Damas, l'hôpital Saint-Louis à Damas, et qui, tout Libanais qu'ils soient, sont les premiers à dire qu'il faut soutenir Assad. Enfin, il faut entendre des Libanais expliquer qu'il faut soutenir Assad quand même, c'est une nouveauté. Voilà, ma conviction est faite. Je pense que le vrai changement de pied, c'est celui-là. Et deuxièmement, je me dis aussi qu'il va falloir, à un moment ou à un autre, se décider à aller on the ground, comme disent les Américains, c'est-à-dire au sol. Et envoyer des troupes au sol si on veut effectivement et réellement contenir l'avancée de Daesh et même les faire reculer. Et donc vous avez rappelé qu'effectivement, la doctrine actuelle, le positionnement très atlantiste de François Hollande est totalement contraire aux intérêts de la France et à notre histoire. Mais c'est également contraire au droit international, parce que livrer des armes à des rebelles qui passent leur temps à égorger des gens, c'est passible de sanctions internationales. Est-ce que si on ne veut pas finalement en finir avec ce genre d'ingérence, il ne faut pas commencer par juger les responsables, à commencer par le premier d'entre eux, François Hollande, devant pourquoi pas la CPI ? Ah, là, vous allez pour moi un peu vite en besogne. Je pense qu'il y a dans cette situation une très grande confusion. En tout cas dans les messages qui sont envoyés sur la réalité de la situation locale. Car j'ai cherché à savoir et j'ai interrogé tous mes interlocuteurs sur ce sujet en leur posant une question simple. Y a-t-il eu une période pendant laquelle les rebelles étaient totalement disjoints ou séparés de l'État islamique ? Est-ce que cette période a existé ? Autrement dit, est-ce que les Occidentaux ont pu se tromper de bonne foi ? C'est ça que j'essayais de trouver. Mais dans tous les cas, l'ingérence internationale est un crime, c'est pas une possibilité. C'est un crime d'ingérence, c'est pas un devoir d'ingérence. Ça c'est juste le discours médiatique. Oui, je peux entendre ça. Je laisserai le soin aux tribunaux de se saisir de cette affaire s'il y a lieu. Moi, je peux simplement témoigner de deux choses. La première, c'est que la sœur Marguerite, à côté de laquelle je déjeunais à l'hôpital Saint-Louis dimanche, à midi, dimanche dernier, fin de la semaine précédente, m'a dit, avant 2011, nous n'avions pas, nous chrétiens, de problème avec les musulmans en Syrie. Depuis 2011, nous en avons. Et elle m'a dit dès le début, les rebelles en réalité étaient animés d'intentions violentes et destructrices à l'égard des chrétiens. Premier élément. Deuxième élément, plusieurs témoignages m'ont dit, y compris d'ailleurs des associations qui sont implantées en Syrie depuis quelque temps, dès l'origine, en 2011, on a entendu proférer ce slogan par les rebelles, les alaouites au cercueil, les chrétiens à Beyrouth. Alors en français ça veut rien dire, mais il se trouve que le mot tibout, qui veut dire cercueil en arabe, rime avec Beyrouth. Donc ça veut dire, ça fait un joli slogan quand on le prononce en arabe. Mais les alaouites au cercueil et les chrétiens à Beyrouth, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que les sunnites, dès l'origine, avaient l'intention d'éradiquer la présence des chrétiens de la Syrie. Et ça, je ne comprends pas comment on a pu soutenir cette opération depuis le début. Donc selon vous, il ne faut pas juger les responsables ? Si. Il faudra juger les responsables, bien entendu. Après, moi, je n'ai pas la compétence nécessaire pour savoir si, effectivement, on a bien fait ou pas bien fait de faire ce qu'on a fait. Au résultat, en tout cas, et compte tenu des informations qui sont aujourd'hui en notre possession, considérer qu'il fallait soutenir ceux qui voulaient déboulonner le régime de Bachar al-Assad, ça, c'est une erreur depuis l'origine, quoi qu'il arrive, de manière très très claire pour moi. Ensuite, je regrette infiniment que nous ayons armé les rebelles, entre guillemets, syriens, ou en Syrie en tout cas, parce qu'ils sont là tous syriens, parce qu'on sait bien que ça viendra alimenter des flots de soldats qu'on retrouvera un jour ou l'autre en face de nous d'une manière ou d'une autre. Ensuite, j'ai pour l'instant le même souci de justice et la même volonté de justice que tous. Si effectivement il y a une culpabilité quelconque des dirigeants occidentaux, bien, il faudra qu'on l'établisse et qu'on prenne les décisions en fonction. Mais pour l'instant, ça dépasse ma compétence. Très bien. Je voulais revenir aussi sur la Libye, parce que là, aujourd'hui, on est en train de voir les conséquences des causes qui ont été finalement la destruction de la Libye, orchestrée par les États-Unis, par Nicolas Sarkozy, par Bernard-Henri Lévy et tous leurs complices, finalement. Est-ce que, selon vous, cette intervention en Libye était justifiée ou pas ? Lorsque j'ai évoqué ce sujet avec les autorités de Tripoli, il m'a été dit la chose suivante. Débarrasser, c'est moi qui prononce ce terme, les milices libyennes ne m'ont pas dit ça comme ça, mais en tout cas débarrasser la Libye de Mouammar Kadhafi était sans doute utile pour le pays. Parce que tout ça était en train de partir dans tous les sens et se présager des choses qui étaient effectivement
un peu compliqué. Oui, mais ça, pardonnez-moi, je vous coupe la parole, mais ça, c'est les gens qui disent ça, c'est les gens qui ont pris le pouvoir suite justement à cette révolution, à cette mise en place, à cette ingérence occidentale. Ils vont évidemment pas dire le contraire. Je ne sais pas apprécier ça. Là encore, d'autres sont peut-être plus qualifiés que moi pour y répondre. Ce que je veux dire, c'est que, en tout état de cause, quel qu'ait été le bien fondé de cette intervention de 2011, en tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement, c'est de s'assurer que la suite des opérations était maîtrisée au point que un régime solide et stable puisse se mettre en place en Libye. Ça n'a pas été fait, et aujourd'hui ce pays est dans un chaos absolument inextricable, en tout cas très très difficile à régler. La vertu, même extrêmement sèche, et violente et dictatoriale et inacceptable, en tout cas aux yeux des Occidentaux que nous sommes, du colonel Kadhafi avait ceci d'utile qu'elle pouvait maintenir à vivre ensemble des tribus qui ne sont pas nécessairement fondées à le faire de manière spontanée. Aujourd'hui, il y a 2 gouvernements en Libye, un qui est piloté par le général Haftar, qui est sans doute une création des États-Unis d'Amérique, ou pas loin, et un autre, le gouvernement de Tripoli, que j'ai visité, qui est connecté d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas très bien jusqu'à quel point, avec des mouvements islamistes qui sont assez peu fréquentables, mais les personnes que j'ai rencontrées ne sont pas des islamistes, des brutes sanguinaires, comme on peut le dire parfois. Donc c'est affreusement compliqué. Je pense que ce pays a besoin de 2 choses. La première, c'est qu'on lui permette d'exploiter du pétrole à hauteur de ses capacités. Aujourd'hui, le directeur général de la Compagnie nationale de pétrole libyenne m'explique que la Libye est au quart de sa production quotidienne de barils. On est à 400 000 par jour, alors que la capacité pourrait être de 1 600 000, ou 1 700 000 barils par jour. Donc c'est très peu. Et par ailleurs, les responsables de Tripoli réclament de l'aide pour faire en sorte que les camps de réfugiés qui sont présents sur le territoire dont ils ont la charge puissent être mieux organisés, les trafiquants et les filières de passeurs combattus de manière efficace, mais pour cela, les autorités de Tripoli réclament une aide et une coopération avec les services de police français et italiens. Les services italiens répondent favorablement, très discrètement, mais le dialogue a repris pendant que j'étais sur place, puisque je sais qu'au moment où j'y étais, les autorités italiennes ont rencontré les autorités de Tripoli à l'aéroport militaire de Tripoli. Les autorités françaises se font tirer l'oreille, et je ne comprends pas comment on peut imaginer de régler ce phénomène sans travailler avec Tripoli pour l'instant. Alors là, on parle encore des conséquences finalement, mais si on règle jamais les causes racines, on sera toujours pris dans ce genre de choses. La cause racine, c'est quand même la destruction du régime de Kadhafi. On apprend récemment que le président du CNT a admis finalement que en fait, Kadhafi n'avait pas donné l'ordre de tirer sur la foule, que c'était des groupements de mercenaires entraînés sans doute par l'étranger en plus. Récemment, il y a également une commission du Congrès états-unien qui montre qu'il y a des courriels d'Hillary Clinton qui prouvent que finalement Nicolas Sarkozy en fait n'avait pas du tout quelques visions humanitaires en allant en Libye, mais c'était plutôt pour les intérêts des entreprises françaises comme Total, Vinci et autres. Donc ça veut dire qu'en fait cette intervention, plus on décortique, plus on s'aperçoit qu'en fait c'est tout simplement une intervention impérialiste. Est-ce qu'encore là, les responsables occidentaux ne doivent pas être jugés et condamnés si on veut pouvoir éviter les drames qu'on voit actuellement en Méditerranée ? Encore une fois, pour envoyer quelqu'un devant un tribunal et le faire condamner, il faut établir un faisceau de preuves, il faut que le délit soit constitué en matière pénale, en tout cas c'est un principe. Moi je n'ai pas assez d'éléments aujourd'hui pour en juger. Maintenant, c'est clair, s'il y a une culpabilité, elle doit être établie, les tribunaux doivent se prononcer, j'ai aucun état d'âme sur le sujet. Et ce que je dis là d'ailleurs pouvait valoir également pour le colonel Kadhafi, parce que malgré tout, c'était tout de même pas... il n'était pas en voie de canonisation, n'exagérons rien. Bachar al-Assad non plus. Donc nous sommes dans des contextes affreusement compliqués. Que les puissances occidentales aient décidé d'intervenir, soit par souci de projeter, comme d'habitude, le modèle politique occidental sur les pays d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, c'est certain, mais c'est à chaque fois le même bazar et ça ne marche jamais. Mais on recommence toujours la même erreur. Donc ça, qu'il y ait eu des volontés d'intervenir pour des raisons économiques ou financières, probablement que oui. Je ne peux pas évidemment l'exclure. Et d'ailleurs, je vous redis ce que m'a dit le patriarche orthodoxe de Damas. Leur pétrole
notre sang, pardon, est moins cher que leur pétrole. Et on pourrait dire ça aussi, sans doute, de l'ordre public libyen, d'un certain nombre d'autres choses. Donc, qu'il y ait eu des motifs qui étaient tous au feu humanitaire et que l'humanitaire ait servi de paravent pour camoufler des intentions un peu moins louables, ça, je suis parfaitement prêt à l'entendre. J'en suis, en ce qui me concerne en tout cas, au stade encore des hypothèses. Évidemment, tout cela peut malheureusement, probablement être vérifié, mais je n'ai pas aujourd'hui les éléments pour le dire de manière concrète. Simplement, c'est, je vous le dis, le sentiment, encore une fois, partagé par beaucoup, même si par ailleurs le désordre immense qui régnait en Libye à ce moment-là pouvait peut-être justifier l'intervention occidentale dans des proportions peut-être un peu moindres. Mais excusez-moi, je vous coupe parce que c'est en rapport avec ce que vous venez de dire à l'instant. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement monter une commission d'enquête pour enquêter justement sur ces crimes, sur ce crime d'ingérence ? Il y a différentes instances qui s'en occupent déjà. Vous savez, je suis tranquille sur le fait qu'un certain nombre d'observateurs internationaux, de parlements nationaux, etc., sont en train de regarder ça, à mon avis, de manière précise. Donc on va les laisser travailler. En tout cas, moi j'aurais dit que pour le moment, ce qui m'importe, c'est de savoir comment on règle cette question des migrants illégaux qui viennent de la Libye en Europe. Et quand j'entends ce matin encore que la France s'était engagée à en accueillir 6000 et quelques par an, je dis et quelques, pardon, sont des personnes humaines. Et je n'aime pas être trivial et quantitatif à l'égard des personnes humaines, mais il s'agit là aussi de chiffres. Je me dis que, puisque vous parlez de traitement des causes, nous ne traitons pas les causes. Et nous refusons l'idée de travailler efficacement avec un gouvernement à Tripoli qui ne demande que ça, qui ne demande que de parler avec la police française, que de bénéficier des technologies de surveillance et de pistage des bateaux, etc., qui ne demande qu'à récupérer ses propres équipements qui sont consignés aujourd'hui en Tunisie et en Italie. 10 vedettes de garde-côtes qui ne peuvent pas circuler parce que elles étaient en maintenance en Tunisie, en Italie, on ne veut pas leur restituer. Donc, moi, encore une fois, je n'ai pas à soutenir tel ou tel, c'est pas mon sujet. Moi, je m'occupe des intérêts de la France. Les intérêts de la France, c'est que nous ne pouvons pas, ni sur le plan éthique, ni sur le plan politique, continuer d'accueillir des flots incessants de migrants qu'on est incapable de recevoir dans des conditions dignes, et que par ailleurs, la France, les Français ne sont plus d'accord pour accueillir, que ce soit dans ces conditions-là ou dans d'autres conditions. Donc, traitons le problème à la racine, discutons avec les Libyens. Ils ne demandent pas de reconnaissance internationale pour cette coopération, ils demandent juste à être aidés dans la constitution de camps qui soient mieux gérés, parce que j'ai visité les camps de réfugiés à Tripoli, je peux vous dire qu'on n'a vraiment pas envie d'y rester, même pas une demi-heure. Donc, aidons-les, faisons en sorte que des ONG arrivent sur le territoire, qui structurent ça un peu mieux, et surtout qu'on ait la possibilité d'examiner les demandes de visa en Libye. Pas une fois qu'ils sont en Europe, parce qu'une fois qu'ils sont en Europe, je ne vous fais pas de dessin, on ne peut plus les faire repartir. Et qu'est-ce que vous pensez du rôle de Bernard-Henri Lévy ? Parce qu'on le voit à chaque fois qu'il y a une opération d'ingérence organisée par l'Occident, il est aux premières loges, il passe sur toutes les télés pour convaincre l'opinion publique, etc. En Ukraine, il a même été faire un discours. On a l'impression que c'est le ministre des Affaires étrangères françaises. Il discrédite la politique française. Il insulte le peuple français qui ne veut absolument pas de lui comme son représentant, qu'il n'a jamais été élu. Ah bah je suis philosophe moi aussi, exactement pas de la même école de pensée que M. Bernard-Henri Lévy, auquel je ne reconnais aucune forme d'autorité d'aucune sorte. Et je pense qu'il aurait mieux fait de se cantonner à écrire de la philosophie et à faire un peu moins de politique étrangère. Vous avez raison, à peu près partout où il est passé, on est du mauvais côté de la limite de la catastrophe. Et dernièrement en Ukraine, effectivement, je pense que le mépris que nous avons affiché à l'égard des Russes et à l'égard des intérêts, là aussi, des Russes et d'une bonne partie des Ukrainiens, nous vaut également une espèce d'incompréhension en retour de la part de ce grand pays, alors qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde, en particulier au Moyen-Orient dont nous parlions il y a quelques minutes, dans lesquels aucune solution viable n'est possible sans que les Russes n'y mettent pas seulement leur grain de sel, mais qu'ils y interviennent de manière très active. Donc se fâcher avec les Russes était sans doute la dernière chose à faire dans le monde où nous sommes. Alors, dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est la question du nucléaire iranien. Qu'est-ce que vous pensez de l'accord qui vient d'être trouvé avec l'Iran ? Je pense que d'une certaine manière, il était inéluctable. Je me souviens d'avoir séjourné il y a 18 mois à New York et à Philadelphie pour quelques jours. J'en avais profité pour rencontrer un certain nombre d'amis que j'ai dans la sphère du Congrès et du Parlement américain. Et j'avais quelques signaux par ailleurs qui m'indiquaient que les Américains étaient en train de changer de pied, d'assouplir leur position à l'égard de celui qui a été le grand Satan pendant à peu près 30 ans, un peu plus de 30 ans.
Donc il était inéluctable parce qu'il est impossible d'imaginer le Moyen-Orient, un équilibre au Moyen-Orient, sans que quelqu'un vienne contrebalancer l'influence de l'Arabie saoudite dans cette région du monde. La seule puissance à être capable de le faire, c'est évidemment l'Iran. Deuxièmement, je pense que c'est un accord qui est certainement équilibré, qui était nécessaire. Je crois qu'il était aussi important de faire en sorte que les Iraniens n'avancent pas trop vite vers la maîtrise du nucléaire militaire, même si probablement ils sont beaucoup plus avancés que ce qu'on pense. Troisièmement, je pense que sur le plan diplomatique, l'accord redistribue la totalité des cartes dans la région. D'ailleurs, M. Fabius est en Iran aujourd'hui, c'est sans doute pas par hasard, c'est parce qu'il va falloir commencer à revoir un certain nombre de positions sur la totalité de cette région, que cet accord renforce la position de Bachar al-Assad et rétablit d'une manière extrêmement solide la chaîne de soutien qui part de Moscou, qui passe par Téhéran, qui va à Damas et jusqu'au Hezbollah à Beyrouth et maintenant dans le nord Liban. Donc tout cela va conduire immanquablement les États-Unis d'abord, puis la France, puisque comme on a décidé de courir après, nous le ferons après les États-Unis, mais les États-Unis à revoir leur position sur la région et à réexaminer la manière de traiter la Syrie, car je pense vraiment que c'est la Syrie le point clé de tout le désordre actuel au Moyen-Orient. Alors moi ce qui me choque un peu sur la question iranienne, c'est que finalement on est en train d'imposer, alors ce sont tous des pays quasiment qui eux détiennent la bombe, qui essayent d'imposer à l'Iran de ne pas faire de bombe. Alors que l'Iran, au cours des 200 dernières années, n'a quand même attaqué aucun pays. Il n'est absolument pas une menace pour la France, d'ailleurs. Mais par contre, dans la région, on a un petit pays qui passe son temps à exterminer des civils à l'arme chimique, qui s'appelle Israël, et qui, lui, possède 200 têtes nucléaires. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas plutôt aller regarder de ce côté-là, plutôt que de chercher des poux à l'Iran, qui finalement n'a aucune velléité contre nous ? L'Iran n'a aucune velléité contre nous. Oui, maintenant, la naissance du régime chiite iranien il y a maintenant 35 ou 36 ans, à l'égard de l'Occident, était orientée un petit peu différemment. Et donc, je pense que là encore, tout ça est un problème d'équilibre et de rapport de force. Israël a une place particulière dans le concert des nations, tout le monde le sait. Je ne sais pas comment estimer la disparité de traitement qu'il y a entre Israël d'un côté et l'Iran de l'autre côté. Ce que je pense, c'est que, encore une fois, l'Iran revient dans le concert des nations. C'est une bonne nouvelle, je crois, pour tout le monde. Ce sera un partenaire pour l'Occident, je pense, d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, les Allemands sont déjà extrêmement présents, je crois, dans ce pays. Nous commençons à y remettre les pieds depuis d'ailleurs un petit peu, déjà quelques temps. L'équilibre de la région dépend aussi de la force de l'Iran, et je pense que c'est la bonne nouvelle de cet accord. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire un accord avec Israël pour auditer leur stock nucléaire, qui d'ailleurs n'a jamais été déclaré, en plus a été acquis avec l'aide de la France, donc c'est en plus honteux pour notre pays. Est-ce qu'il ne faut pas chercher justement à discuter avec eux ? Si on discute avec l'Iran en disant que l'Iran peut provoquer la guerre dans la région, on voit bien qu'Israël est un facteur de guerre dans la région. Est-ce qu'il ne faut pas aller les auditer eux aussi ? Alors pourquoi ce deux poids, deux mesures qui aujourd'hui est insupportable pour beaucoup de gens ? Sans doute parce que traditionnellement, la position d'Israël, qui est en situation de survie permanente dans la région, a pu justifier, en tout cas aux yeux de l'Occident, qu'il se dote de moyens de défense que d'autres n'avaient pas, premièrement. Deuxièmement, ils se sont dotés de la technologie bien avant, et je me souviens d'avoir visité le Technion à Tel Aviv, où on voit toute l'histoire en fait technologique de ce pays depuis 1920 ou 21 jusqu'à maintenant. Ils ont toujours souhaité, les Israéliens ont toujours voulu souhaiter se doter des armes, des moyens de défense dont ils estimaient avoir besoin. Troisièmement, le mouvement de dénucléarisation, pardon, c'est un mot compliqué, doit être engagé par tout le monde et pas simplement par Israël. Je crois que la sécurité du monde entier, la nôtre, la vôtre comme la mienne, celle de nos auditeurs, elle passe par le fait que on réduise très considérablement et idéalement à zéro l'ensemble des armes nucléaires un peu partout dans le monde entier, en Israël comme ailleurs. Mais je pense que, on a bien vu les initiatives du président de la République française il y a une vingtaine d'années sur le sujet étaient assez isolées. Petit à petit, les traités de non-prolifération commencent à prendre de la place, mais le mouvement sera extrêmement long et ça n'est pas d'une efficacité folle. Alors, pour finir sur l'Iran, est-ce qu'on ne s'est pas un peu fait rouler en tant que Français ? On voit notamment avec l'affaire Peugeot, puisque les États-Unis ont décrété un embargo unilatéral sur l'Iran. Il y a des think tanks, notamment sionistes, qui ont fait pression pour que Peugeot parte d'Iran. Peugeot est parti d'Iran, il a perdu 25% de son chiffre d'affaires.
Et aujourd'hui, on voit que GMC essaye de revenir, de repénétrer le marché iranien. Est-ce que c'était pas tout simplement une arnaque américaine, toute cette histoire? Les Américains sont plus habiles que nous pour défendre leurs intérêts traditionnellement. Le Premier ministre anglais d'Israël avait cette formule qui a fait Flores: l'Angleterre n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Je pense que les Américains sont à peu près dans cette continuité. Je suis absolument opposé, bien que je considère les Américains comme un grand pays ami. Ça ne m'empêche pas de parfois faire des reproches comme on est en droit de le faire à ses amis. Je suis absolument opposé à cette mécanique qui consiste à utiliser les décisions de justice américaines pour faire pression sur les sociétés commerciales européennes. On a vu ce qui s'est passé avec la BNP, on a vu ce qui se passe avec l'embargo de Cuba. J'étais à Cuba pendant 10 jours l'année dernière en visite officielle avec l'Assemblée. J'ai bien compris là aussi tout ce qui se passait, qui se termine aujourd'hui, c'est très bien. Si effectivement il a pu y avoir une manœuvre pour faire partir PSA afin de réinstaller GMC à la place en Iran, j'en serais absolument pas surpris. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour cet entretien, Monsieur Poisson, et je vous souhaite bonne continuation. Merci à vous et bonne émission à tous.